RMC, Apolline Matin. Charles Magnin. 7h41 sur RMC. L'invité du jour. Rebonjour, Florent Curtet. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de Hack-moi si tu peux aux éditions du Cherche Midi avec ce sous-titre Confession d'un cyberpirate repenti. Car si vous êtes aujourd'hui expert en cybersécurité, vous avez d'abord été dans votre jeunesse considéré comme le leader de la cybercriminalité en France jusqu'à ce que les services secrets américains vous repèrent et vous arrêtent alors que vous étiez en train de passer votre bac. Ça ressemble à un film. On va donc commencer par le début. Vous êtes quoi? Vous êtes enfant quand vous vous mettez à passer des heures sur les ordinateurs? Oui, j'étais très jeune, un enfant, oui. J'ai commencé à bidouiller vers l'âge de 6-7 ans. À 6-7 ans, mais ça veut dire quoi bidouiller? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui peuvent passer quelques minutes sur un ordinateur. C'est pas pour autant qu'ils deviennent hackers. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez 7, 8, 9 ans derrière l'ordinateur? Il y a certaines personnes qui vont préférer le foot ou les jeux entre copains, je sais pas, jouer à la balle. Et moi, je préférais me retrouver derrière cette machine qui permettait de plus s'amuser que de simplement peut-être regarder la télé. Moi, je fais souvent référence à la télé parce que sur la télé, on a quelques chaînes. À l'époque, je sais pas, on avait 5-6 chaînes. Et cet ordinateur permettait d'avoir un vrai programme et de créer soi-même son programme, en fait. Oui, mais tous les enfants ne se mettent pas à craquer des mots de passe à 7 ans. Ça, c'est votre cas. Vous arrivez vite à franchir des barrières, si je comprends bien, sur les ordinateurs. Oui, c'est un excès extrême de curiosité qui m'a fait aller un petit peu plus loin à chaque fois. Et vous comprenez vite que vous êtes doué dans ce domaine ou pas? Je pense que oui, si je compare avec mes camarades de classe d'alors, j'étais effectivement un petit peu en décalage. Mais vous passez, si j'ose dire, de l'autre côté de la barrière, parce que je crois que c'est à partir de l'âge de 12 ans que vous vous mettez à pirater, à devenir un hacker, comme on dit, et vous piratez notamment des données bancaires, c'est ça? Effectivement, j'ai commencé un petit peu à me perdre sur Internet, et c'était, vers 12-13 ans, j'ai commencé à aller dans ces tréfonds. Mais comment on y tombe dans ces tréfonds? C'est pas par hasard, non? J'imagine vous avez, vous étiez entraîné par d'autres, influencé par d'autres? Non, c'est que très sincèrement, à l'école, c'était extrêmement ennuyeux, et je préférais passer mon temps dans le grenier, à avoir des lectures qui n'étaient peut-être pas les miennes, pas celles d'un enfant de mon âge. Et donc à 12 ans, c'est ce qu'on appelle le dark web, hein, c'est ça? Je ne veux pas dire de bêtises. Alors, techniquement. On parle aujourd'hui du dark web, mais le dark web d'alors est complètement différent. Il n'y avait pas tout le microcosme qu'on a aujourd'hui, cette organisation criminelle. Avant, c'était vraiment des forums de discussion. D'accord. Et à travers ces forums, vous vous retrouvez... Alors, on dit pirater des données bancaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez des numéros de carte bancaire, que vous arriviez à accéder aux comptes bancaires de particuliers sans leur consentement? Alors, en fait, il faut revenir un petit peu dans les années 2000. Et avant, il n'y avait pas de gestion des données bancaires saine. C'est-à-dire que lorsqu'on faisait un paiement sur un site, un magasin en ligne, les données bancaires que vous entriez lors de votre achat étaient stockées en base de données, en clair. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On ne peut pas avoir un site et stocker les données de ses clients. Mais à l'époque, pour l'ado que vous étiez, il y avait un côté, il y avait des millions de cartes bancaires disponibles, en fait, oui, si je comprends bien. Et à ce moment-là, vous êtes ado et vous devenez un peu la star du collège, non? Bien sûr, certains étaient, étaient la star parce qu'ils avaient un scooter, certains étaient la star parce qu'ils étaient beaux gosses, et moi j'ai peut-être joué de cela. Mais on va rentrer concrètement dans ce que vous avez fait. Quand vous avez accès à ces cartes bancaires, vous donc commencez à voler de l'argent, tout simplement, sur ces comptes bancaires. On parle de quelle somme? Vous dites, allez, je pique 10 € ou on parle en centaines, en milliers, en dizaines de milliers d'euros? Certains jours, il m'arrivait de ponctionner effectivement sur des comptes de riches américains des dizaines de milliers d'euros, tout comme pendant une semaine ou 2 semaines, j'avais absolument aucun besoin, aucune envie. Mais vous aviez conscience de voler, que c'était illégal et interdit? Non. J'avais conscience que c'était une énorme bêtise, mais je n'avais pas la notion de l'illégalité au sens juridique du terme. Parce que arrive le moment où tout ça prend fin, vous avez 18 ans, vous êtes sur le point de passer votre bac, et là la police débarque, c'est une enquête internationale, notamment des services secrets américains, qui vous arrêtent parce que vous êtes considéré comme le leader de la cybercriminalité en France et presque en Europe, c'est ça? Ils font de vous un énorme poisson. Oui, ils pensaient tomber pas sur un gamin de 17 ans, 18 ans.
penser, voilà. Mais non, si vous voulez, après, l'enquête a quand même établi que, oui, j'étais très actif dans la communauté, mais je n'étais pas le leader. En fait, si vous voulez, c'était quand même une nébuleuse. Il n'y avait pas de chef au sens mafia du terme, en fait. Mais vous avez quand même passé plusieurs semaines en prison. Vous avez ensuite été condamné à 1 an avec sursis, notamment parce que la plupart des faits avaient été commis quand vous étiez Bien sûr. mineur. Vous reprenez ensuite le cours de votre vie, vos études, et vous avez, basculé du bon côté. Cette fois, désormais, vous mettez vos talents de meilleur hacker française, comme ça qu'on vous désigne souvent, au service de la bonne cause, de la cybersécurité. Vous collaborez désormais avec la police, avec Europol, mais aussi avec des grandes entreprises. En fait, aujourd'hui, vous luttez contre les pirates dont vous faisiez partie, quoi. C'est ça. Mais en fait, la conversion de mon activité, elle s'est faite lors de mon arrestation, en fait. Lorsque je me suis fait arrêter, j'ai été arrêté par une brigade spécialisée dans la cybercriminalité. Et j'ai vu en face de moi la personne que je voulais être plus tard. Vous parliez la même langue, en fait, que On les parlait la enquêteurs. même langue. On avait peut-être 10 ou 15 ans de plus, d'écart d'âge, mais ils étaient autant passionnés que moi. Et je me suis dit, mais c'est top, en fait, on peut en faire un métier. Et c'est là où j'ai saisi ma chance. Et je me suis dit, Oui, et puis un métier légal, quoi. On peut en bien vivre sûr, oui, légalement. un vrai Voilà. métier, oui. On peut le faire en bon citoyen. Oui. Et alors justement, aujourd'hui, vous aidez la police à traquer ces pirates. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle d'un hôpital, d'une mairie, d'une entreprise qui se soit fait pirater ces données, ces fameuses demandes de rançon. À chaque fois, ce sont des hackers qui siphonnent toutes les données d'un site et qui disent il faut nous payer tant de millions de dollars, sinon on ne vous rend pas l'accès à votre site. On a suivi notamment le cas des hôpitaux. Est-ce qu'on est trop naïf en France en matière de cybersécurité? Est-ce qu'on est désarmé aujourd'hui? Sur le secteur hospitalier, on l'a été, mais on est de plus en plus résilient puisqu'il y a eu des plans, ce qu'on appelle les plans blancs. On le connaît dans le milieu hospitalier, c'est vraiment des task force qui se mettent en place, des réquisitions de lits, des réquisitions de soignants. Et il y a eu récemment un plan blanc cyber qui permet de mobiliser une task force pour protéger notre système de santé. Donc on a enfin mis des moyens Oui, sur ça va le mieux. dossier. Mais j'ai une autre question. Est-ce que ça arrive qu'on paye des rançons? Parce que à chaque fois, on nous dit, c'est même le conseil qu'on donne toujours aux particuliers, ne payez pas quand vous êtes menacé par un pirate. Est-ce que ça arrive dans le cas, je ne sais pas, des mairies, des entreprises, des hôpitaux, qu'on paye la rançon, qu'on donne de l'argent aux pirates? Je n'ai pas cette information-là, mais bien sûr, puisque le mot d'ordre, c'est on ne paye pas les terroristes, donc on ne va pas payer des rançonneurs. Oui, ça c'est la version officielle. Numérique, c'est la version officielle. Bon, après, peut-être que parfois, il y a un moindre mal à payer. Mais vous ne Peut-être. pouvez pas nous le dire, en tout cas. Et j'ai une autre question plus large. Le gouvernement annonce récemment un filtre anti-arnaque pour protéger le grand public, justement, de ces piratages. On nous parle aussi de réussir à bloquer les sites porno pour les moins de 18 ans. J'imagine que l'ado pirate que vous étiez aurait rigolé devant ces annonces, non? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux, c'est juste de la com, ou ça va vraiment être efficace, ce genre de... Au niveau de la masse, ça va sans doute marcher, ça va sans doute avoir un effet. Après, bloquer un site porno pour un adolescent, ça me paraît un petit peu marrant. Je vois pas comment est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il faudra mettre sa carte d'identité? Enfin, je pense que c'est très facilement contournable. En tout cas, le filtre anti-arnaque est très intéressant parce que on est tous récipiendaires de messages d'arnaque tous les jours, des SMS, des emails. Et ça, je pense que, je ne sais pas comment techniquement ça va être mis en place, mais je pense que c'est très intéressant. Eh ben voilà, donc on avance doucement, si tu as compris, on rattrape notre retard en matière de cybersécurité, et notamment grâce à vous et aux policiers et aux pirates passés du bon côté comme vous. Mémoire d'un cyberpirate repenti. Hack-moi si tu peux. Merci Florent Curtet d'être venu ce matin sur RMC. C'est aux éditions du Cherche Midi. Il est 7h49.